Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'adoption au Nigeria d'une nouvelle loi sur l'électricité. Le texte adopté en juillet dernier a été approuvé par le président Bola Tinubu. Une loi qui devrait améliorer l'accès à l'électricité dans la mesure où en 2021, environ 43% de la population y était privée. Le financement du projet d'appui à la gouvernance locale en Guinée. Le pays va bénéficier d'un prêt de 81 millions de dollars pour renforcer la gouvernance locale. Une enveloppe qui découle d'un prêt accordé par la Banque mondiale. Et puis le Ghana reprend sa place de leader en matière de production d'or à l'échelle continentale. En 2022, le pays a connu une augmentation de sa production de l'ordre de 32%. Les détails à suivre dans ce journal. Et tout d'abord, le président Ali Bongo Ondimba poursuit sa tournée dite républicaine au Gabon. Le chef de l'État s'est rendu ce vendredi 9 juin dans la province de la Ngounié, située au sud, date à laquelle il a aussi annoncé un important plan d'investissement en vue de lutter contre le chômage et la pauvreté. Chiffrée à 9 milliards de francs CFA, cette enveloppe sera octroyée à deux catégories de la population. La première concerne les personnes à faible revenu. 2 milliards leur seront accordés pour les aider à s'engager dans des activités génératrices de revenus, selon les termes employés par le président. La seconde cible les entrepreneurs. Le dirigeant gabonais a débloqué en leur faveur 7 milliards de francs CFA en vue de les soutenir dans le développement de leurs projets. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a donné son aval concernant le projet de loi sur l'électricité, un texte qui vise entre autres à stimuler les investissements dans le secteur des énergies renouvelables. D'ici 2030, les autorités se sont d'ailleurs donné comme objectif de produire 30% de l'électricité à partir d'énergies vertes. Nathalie. En approuvant la loi 2023 sur l'électricité, le président Bola Tinubu met définitivement fin au monopole de la Power Holding Company of Nigeria. Le texte signé le 9 juin 2023 autorise les 36 États, les entreprises et les particuliers à produire, transporter et distribuer de l'électricité. Il s'agit ainsi d'une abrogation de la loi sur la réforme du secteur de l'énergie électrique signée par le président Olusegun Obasanjo en 2005. Ce que le président a fait essentiellement, c'est de dire que la réglementation de la production et de la transmission incombe désormais à la Commission nationale de réglementation de l'électricité, tandis que la réglementation de la distribution devient la responsabilité des offices d'électricité des États. Le Nigeria a besoin de 30 000 mégawatts de production d'électricité pour répondre à la demande nationale actuelle. Pour faire face à ce défi, la nouvelle loi sur le secteur électrique du Nigeria permet à toute personne physique de construire, posséder ou exploiter une entreprise de production d'électricité n'excédant pas 1 mégawatt au total sur un site ou une entreprise de distribution d'électricité d'une capacité n'excédant pas 100 kilowatts. Lorsque vous commencez à séparer la capacité de transport de l'énergie électrique, cela a en fait un impact sur la capacité des sociétés de distribution à obtenir des charges suffisantes pour la fourniture en électricité auprès des sociétés de production. La réforme du secteur électrique adoptée par le président Tinubu encourage l'augmentation des énergies renouvelables dans le mix énergétique du Nigeria. Près de 60% de la demande énergétique du pays en 2050 peut être satisfait par des sources d'énergie renouvelables permettant d'économiser simultanément 40% de gaz naturel et 65% de pétrole, d'après des données officielles. En Guinée, le Conseil national de la transition, l'organe législatif, a ratifié un accord de prêt conclu entre les autorités et la Banque mondiale, chiffré à 81 millions de dollars. Cet accord vise à financer le projet d'appui à la gouvernance locale. Parmi les objectifs ciblés, le renforcement des capacités des institutions nationales et locales, mais aussi assurer une meilleure gestion des ressources publiques. Gladys Momba. 81 millions de dollars, c'est le montant de l'accord de prêt alloué à la Guinée par la Banque mondiale via sa filiale IDA, Association internationale de développement. Le but, renforcer la gouvernance locale et poursuivre la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de décentralisation. Ratifié par le Conseil national de transition CNT, cet accord de prêt a été soumis à une série de recommandations.
La mise à disposition des conseils nationaux, à travers leur commission de suivi-évaluation, le rapport d'exécution semestriel du projet. La gestion efficace et efficiente des fonds mis à la disposition de ce projet, le respect du délai d'exécution du projet trimestriel ou semestriel, la promotion de la participation des femmes dans le cadre du renforcement de capacités. Ce financement additionnel à un taux zéro sur une durée de 50 ans s'inscrit dans le cadre du financement de la deuxième phase du projet d'appui à la gouvernance locale, PAGL. Ce projet vise avant tout à appuyer les capacités nationales et locales pour une prestation de services efficace et responsable aux communautés, un développement local résilient au changement climatique et un engagement citoyen inclusif. À la suite de l'immersion gouvernementale, le gouvernement s'est aperçu que le développement local, c'est-à-dire la loi sur la décentralisation, n'est pas pleinement mise en œuvre. Et pour qu'on puisse procéder à un transfert de compétences au niveau des collectivités locales, il va falloir renforcer leurs capacités. Et c'est en cela que la mise en œuvre de cet accord de financement a son sens. Nous avons sollicité de la Banque mondiale la deuxième phase de ce projet pour permettre à la fin du processus, ce qui veut dire en 2028, que toutes les collectivités, c'est-à-dire les 300 et quelques communes que nous avons, soient renforcées en termes de capacité pour pouvoir prendre en charge le développement de leur localité. Depuis son arrivée au pouvoir suite au coup d'État militaire de 2021, la junte s'est engagée à améliorer les conditions de vie des populations, un engagement qui passerait, selon les autorités de transition, par une politique de décentralisation devant se poursuivre au-delà de la période de transition politique, censée s'achever le 1er janvier 2025. Bonne nouvelle pour le Ghana. En 2022, le pays a retrouvé son titre de premier producteur africain d'or, détrônant ainsi l'Afrique du Sud. Le Ghana a en effet enregistré l'année dernière une augmentation de sa production d'or. Parallèlement, les exportations d'or en 2022 ont rapporté au pays un peu plus de 6 milliards de dollars selon les données de la Banque centrale. Philométine. Depuis 2018, le Ghana dispute avec l'Afrique du Sud la première place de producteur d'or sur le continent africain. Le pays ouest-africain a tout bonnement retrouvé en 2022 la place de premier producteur africain d'or. En 2022, le Ghana a enregistré une augmentation de 32% de sa production d'or et a exporté 3,78 millions d'onces d'or pour une valeur totale de 6,61 milliards de dollars selon la Banque centrale du Ghana. Le Ghana a, depuis quelques années, décidé de prendre la première place de la production d'or en Afrique, mais aussi a performé dans le domaine de la qualité de la production et dans le domaine de la RSE. Et ceci est beaucoup plus dû à l'ingéniosité de l'État ghanéen qui a mis l'or au centre de la production économique. Moi, je suis pour que les économies reviennent à l'étalon or. On en a marre de l'arrogance du dollar américain et on pourrait revenir à des monnaies africaines encore plus solides que le dollar américain qui, lui, n'est plus garanti par l'or. Au Ghana, l'industrie aurifère est très importante pour l'économie. Les exportations totales du pays ont représenté 38% en 2022. Par ailleurs, bien que la valeur des exportations de l'or ait augmenté, il faut souligner que l'économie ghanéenne est aux prises avec une grave crise, sa pire depuis des décennies. Cette production d'or pourrait nous ramener, nous les défenseurs de la monnaie, à ce qu'un pays qui est le plus grand producteur d'or du continent peut aussi revenir à l'étalon or. Le Ghana aurait pu aussi stocker cet or et produire son cédit garanti par l'or tout en évitant l'inflation, en sécurisant et en valorisant une monnaie robuste et prospère. Les compagnies sud-africaines Goldfield et Anglo Gold Ashanti vont former une co-entreprise pour exploiter la plus grande mine d'or du continent au Ghana. Ce complexe, qui devrait afficher une capacité de production annuelle de 900 000 onces sur les 5 premières années de production, ne peut qu'augmenter la production d'or du Ghana, indiquent les spécialistes.
La gastronomie camerounaise était à l'honneur au Musée national de Yaoundé. L'établissement abritait la cérémonie de lancement de la 2e édition du Festival des saveurs du Cameroun et du monde. À cette occasion, une vingtaine de chefs cuisiniers issus des 10 régions du pays ont concocté un dîner ce 8 juin en présence de critiques culinaires. Reportage de notre correspondante Laetitia de Bilong. Cooking Show, présentation des produits du terroir et sciences de dégustation. Pour sa 2e édition, le Festival des saveurs du Cameroun et du monde, qui rassemblait une vingtaine de chefs issus des 10 régions du pays, a pris ses quartiers au Musée national de Yaoundé le 8 juin 2023. Un programme riche en couleurs et en saveurs, avec comme ingrédient principal de préparation l'arachide, préparé ici sous toutes ses formes. Sylvie et Éméranciel font partie des 20 chefs camerounais sélectionnés pour partager leur savoir-faire avec leurs confrères étrangers et de nombreux visiteurs d'ici et d'ailleurs. À la façon grand-mère, pour ça j'ai besoin d'un peu d'arachide, une petite tomate, un gros oignon, le djom, le cotis et un piment jaune. Ça, c'est le mets d'arachide, le nam que nos parents faisaient avant. De l'eau chaude, bouillie, avec les écrevisses, du sel, et on tourne. Ça se mange avec du manioc et les bâtons de manioc. Et pour donner une signature particulière et un goût unique à ces différents menus, quoi de mieux qu'une variété d'épices locales recueillies dans la nature afin de séduire les papilles des consommateurs et donner une signature unique aux différents plats du terroir. Ici devant moi, j'ai le clou de Gérard. Ça a plusieurs vertus. Non seulement ça agrémente nos plats et ça nous donne vraiment une bonne santé. Des plats proposés ensuite aux chefs étrangers et à l'assistance constitués des personnalités publiques, des critiques culinaires et des amoureux de la gastronomie camerounaise. C'était vraiment bon, c'est très frais, c'était un cocktail de saveurs, j'ai adoré. C'est une satisfaction totale pour les chefs étoilés Marie-Thérèse Atezoué, promotrice du festival, qui souhaite à travers cette initiative vendre la destination Cameroun à travers sa diversité culinaire. C'est une aventure qui date depuis 2001. J'avais décidé de faire la promotion de la cuisine camerounaise. Parce que je me suis dit, j'étais en Europe en 1970. Mon père aimait la moutarde de Dijon. Arrivé en France, on faisait encore la promotion de la moutarde de Dijon. Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire la promotion de notre pays ? En novembre 2023, cuisiniers, critiques culinaires et entrepreneurs gastronomiques se retrouveront une fois de plus à Yaoundé pour mettre davantage en vitrine la richesse culinaire et la diversité gastronomique du Cameroun, l'Afrique en miniature. Dans l'actualité également, une nouvelle étape de franchise dans le processus de création de l'Agence africaine du médicament. Ce 10 juin, le Rwanda a signé un accord avec l'Union africaine en vue d'abriter le siège de l'instance à Kigali. Le pays avait été choisi lors de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est déroulée en juillet 2022 en Zambie. Pour concrétiser ce projet, des réunions sont prévues dans la capitale du 19 au 22 juin prochain, selon Sessouma Minata Samate, commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'UA. Dans l'actualité sportive à présent, le Gabon est finalement qualifié à la CAN des moins de 23 ans. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a jugé recevable le recours déposé par la Fédération gabonaise de football en lien avec l'affaire Floris Jav. Son éligibilité avait été contestée par le Cameroun. Les explications de Christian Djimadeu. Revirement de situation dans l'affaire qui oppose les deux fédérations de football, camerounaise et gabonaise, au sujet de la participation de leurs équipes à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Après avoir déclaré l'élimination du Gabon sur tapis vert au profit du Cameroun, la CAF est revenue sur sa décision le 8 juin 2023. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a réévalué l'erreur commise par la fédération gabonaise dans l'enregistrement de la date de naissance du joueur Floris Jav et a jugé son recours recevable dans la forme et le fond. C'est une joie énorme. Je pense que c'est une grande satisfaction, sinon une grande victoire. D'abord de la Fédération gabonaise de football, du ministère de la Jeunesse et des Sports et surtout du staff et des joueurs. Des joueurs, il faut le rappeler, qui ont débuté ces éliminatoires avec beaucoup de difficultés
la fédération a cru à cette équipe, mais également au staff. Les Panthères du Gabon, version U23, se sont qualifiés bel et bien sur le terrain, au-delà de la première sanction de la Confédération africaine de football via son jury disciplinaire. Aujourd'hui, le jury d'appel blanchit le Gabon après avoir versé les éléments convaincants au dossier pour permettre à cette équipe du Gabon de participer à cette compétition. Malgré le feuilleton judiciaire, les U23 gabonais ont poursuivi leur préparation pour la compétition prévue du 24 juin au 8 juillet 2023. La décision de la CAF rétablit le Gabon 15 jours avant le début du tournoi. L'équipe gabonaise, vainqueur de la CAN U23 en 2011, dispose de 2 semaines pour densifier sa préparation. Le Gabon est logé dans la poule B constituée de l'Égypte, tenant du titre, du Mali et du Niger. Depuis 2 semaines, cette équipe, malgré la disqualification, la première décision de la commission de discipline, la Fédération gabonaise de football avec le staff se sont mis d'accord pour permettre à ce que cette équipe se prépare, quel que soit le résultat de la CAF, quel que soit ce qui en viendra. Du côté du centre technique de Bikele, c'est une équipe qui se prépare. Il y a de fortes chances, parce que le staff a fait appel à l'ensemble des meilleurs joueurs et ceux qui ont été là lors de la qualification de cette formation. Donc, on ne peut qu'avoir de l'espoir et juste rappeler quand même que quand cette équipe passe les moments difficiles sur la préparation, c'est toujours une équipe qui va loin. A noter cependant que la page du contentieux entre les fédérations de football du Cameroun et du Gabon reste ouverte, car le Cameroun peut faire appel du verdict de la CAF. Il dispose pour cela d'un délai de 10 jours à compter de la date de la notification de la décision pour saisir le tribunal arbitral du sport basé à Lausanne en Suisse. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.